et leur générosité de partager leur expérience pour la technologie et technique innovantes de la thermoablation par micro-ondes. Et nous remercions également et sincèrement tous les autres participants de nous joindre aujourd'hui. Ce webinaire, c'est la première fois qu'on a organisé par Ecomedical. Par Ecomedical. Aussi, c'est la première fois en français. C'est un webinaire, en effet, c'est un webinaire francophone. Et c'est organisé par Ecomedical, et qui est le leader des fabricants de la technique de thermoablation par micro-ondes en Chine. Compte tenu de leur riche expérience dans le domaine de la thermoablation par micro-ondes, c'est notre grand plaisir d'inviter professeur Hugh et professeur Marmouti à partager leur expérience et connaissances avec nous. Alors tout d'abord, laissez-moi de vous présenter professeur Fouad Hugh, qui était ancien président de la Société marocaine d'endocrinologie, diabétologie, nutrition, SMEDIAN, voilà. Professeur Mahmoudi Saïd, qui était ancien deuxième président de la Société algérienne de radiologie et d'imagerie médicale. Avant de commencer notre webinaire, je souhaite vous donner une brève introduction de CCMA. CCMA est l'abréviation de la conférence chinoise sur la thermoablation par micro-ondes et qui est une plateforme internationale d'échanges académiques et de coopération multipartite dans le domaine de la thermoablation par micro-ondes, une initiative de Ecomedical qui espère dans le domaine de la thermoablation ont largement soutenu, formé et organisé ce forum international. Ainsi, au nom de CCMA et de Ecomedical, j'aimerais vous remercier encore de nous joindre aujourd'hui. Selon l'ordre du jour de cours de ce webinaire ce soir, professeur Hugh et professeur Marmouti, nous donnerons d'abord un cours magistral respectivement, puis nous aurons une partie de discussion. Ce webinaire offrira des informations et des perspectives précieuses. Nous encourageons à participer activement à la discussion et à poser des questions dans la boîte de discussion. Maintenant, bienvenue au professeur Fouad Hugh pour commencer sa présentation. Merci Paul, j'espère que vous m'entendez là. Oui, on vous entend très bien. Oui, merci pour votre introduction et merci pour ce webinaire francophone qui va traiter de la thermoablation la première fois en langue française. On a beaucoup écouté de webinaires et de conférences en langue en anglais, mais c'est la première fois qu'on va parler de la thermoablation en langue française dans le programme de la CCMA. Je tiens aussi à remercier le professeur Mahmoudi, avec qui on va partager de cette expérience de thermoablation au niveau de la thyroïde, mais aussi dans d'autres organes. Alors, je vais partager mon écran pour commencer cette présentation. J'espère que vous arrivez à voir. Oui. C'est bon? Oui, on voit très bien. C'est bon? Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la thermoablation dans les maladies de la thyroïde, dans la pathologie thyroïdienne et pas seulement dans les nodules thyroïdiens. Et nous allons revoir ce qui a été fait jusqu'à présent, mais surtout, qu'est-ce qui est de nouveau en 2024. Alors, permettez-moi de dire que la thermoablation au niveau des pathologies thyroïdiennes se trouve un petit peu un champ d'action, ou trouve un champ d'action élargi. Le premier qui a été la première pathologie qui a bénéficié de la thermoablation, c'était le nodule bénin de la thyroïde. C'était dès 2002 par les autres équipes. Et vite après, le nodule chaud a vu ou a bénéficié de cette thérapeutique par thermoablation. Et après, la liste s'est élargie vers le microcarcinome papillaire, les cancers de la thyroïde à un stade avancé, et enfin, on a vu venir la maladie de Basedow comme une indication à la thermoablation et les métastases ganglionnaires des cancers, que ce soit thyroïdien ou autre. Si je commence par le nodule thyroïdien bénin, et ce sont des cas que vous voyez à vos consultations, pour standardiser le dialogue entre les experts, un score cosmétique a été élaboré. Et puis, je le rappelle ici, dans ce carré jaune, en disant que le score 1, c'est qu'il y a un nodule au niveau de la thyroïde que vous avez vu à l'échographie, mais qui n'est pas palpable et qui n'est pas visible. Le score 2, c'est qu'il y a un nodule palpable au niveau de la thyroïde, mais qui n'est pas visible, donc il ne présente pas de problème cosmétique. Le score 3, c'est qu'il y a un nodule
qui présentent un problème cosmétique quand le patient avale seulement. Et le score 4, c'est le score que vous voyez sur ces diapositives, c'est des nodules thyroïdiens palpables, visibles de loin. Ce sont des nodules que vous avez aussi peut-être découverts à l'échographie. Voici certains nodules que nous voyons en consultation et pour lesquels on avait adopté une thermoablation. Là, j'attire votre attention sur le Doppler, ici le Doppler énergie, qui vous permet de voir la vascularisation intra- et périnodulaire. Voilà d'autres nodules que nous avons traités et l'intérêt du Doppler au cours de la thermoablation. Et voilà des nodules complètement solides ou avec des zones mystiques. C'est des nodules qui sont candidats à la thermoablation que vous voyez sur vos écrans d'échographie. C'est important ici de visualiser la vascularisation Doppler parce que c'est important. Après la thermoablation, il faut que le nodule soit vasculaire. Alors, quelles sont les options thérapeutiques quand vous recevez un patient qui a un nodule thyroïdien ou chez qui vous découvrez un nodule thyroïdien? Quelles sont les options? Il y a plusieurs options thérapeutiques qui étaient connues depuis longtemps et d'autres ont vu le jour récemment. Je rappelle que la chirurgie était et restera comme thérapeutique des nodules thyroïdiens. Le traitement médicamenteux par la lévothyroxine est un traitement qui n'a pas donné son efficacité, qui n'a pas démontré d'efficacité et qui reste donné dans quelques situations. L'ablation chimique par l'éthanol, par le pridocanol est importante pour certains nodules à composante critique majoritaire, et l'ablation thermique par le laser, la radiofréquence et les microwave ont vu le jour récemment et continuent à progresser dans leurs indications et dans leur champ d'action. Il y a quelques années, on n'avait que la chirurgie, la surveillance et la lévothyroxine pour traiter un nodule thyroïdien. La chirurgie, voilà une diapositive, une image que j'aime bien projeter et qui montre que le nodule thyroïdien n'est pas une image plane à l'écran d'une échographie, mais c'est plutôt une structure tridimensionnelle qui a une longueur, une largeur et une épaisseur. Et ceci est important dans la thermoablation puisqu'on ne traite pas une image plane vue sur écran d'échographie, mais on traite une structure tridimensionnelle. Et c'est important à garder à l'esprit. Quand on choisit de donner un traitement médicamenteux ou simplement de surveiller le nodule thyroïdien, ce qui se passe, on a une étude publiée en 2015 qui a surveillé des nodules sur une période de 5 années. Alors, quels sont les résultats? Le nodule, sur 5 années, thyroïdien reste stable sur 5 ans, dans 80% des cas. Il augmente de volume dans 10% des cas. Il diminue de volume dans 10% des cas. Et j'arrondis les chiffres à retenir, mais voilà les chiffres de l'étude, que l'apparition d'un cancer dans un nodule thyroïdien diagnostiqué bénin est de moins de 1% sur les 5 années. L'apparition d'un nouveau nodule sur une thyroïde où on a adopté la surveillance est d'environ 10%. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, le nodule bénin reste stable dans 80%. Et ceci a fait qu'on s'est un petit peu laissé aller et laissé ce nodule évoluer pour son propre compte. Mais quand notre patient et nous-mêmes refusons de cette observation et cette thérapeutique médicamenteuse et cette surveillance, est-ce qu'il y a une alternative thérapeutique? Oui. Il y a deux types d'ablation, l'ablation chimique par l'éthanol et le pridocanol, mais aussi il y a l'ablation récemment thermique qui est représentée par les microwave, la radiofréquence, le laser. On a décidé de ne plus regarder ce nodule et de le traiter. De quoi on a besoin? Nous avons besoin tout d'abord de définir une surveillance active pour notre patient. Il faut qu'on ait un patient qui se soumet à un suivi régulier. Et c'est le patient, doit être un patient idéal ou approprié à une surveillance. Mais les patients inappropriés, ce sont ou qui vont abandonner le suivi, doivent être déclinés de la thermoablation. Nous avons besoin aussi d'une base technique et des bases de la procédure de la thermoablation, une bonne maîtrise. On a besoin de présélectionner les patients pour les microwave ablation, c'est-à-dire les patients qui ont un nodule thyroïdien bénin, les patients, nous allons le voir tout à l'heure, qui ont un microcarcinome papillaire ou certains patients avec des carcinomes récurrents. Nous avons besoin de quoi encore? Nous avons besoin de 2 biopsies bénignes.
pour un nodule thyroïdien pour dire qu'il est éligible à la thermoablation et que ces cytoponctions bénignes doivent être certifiées par un cytologiste confirmé. Et nous avons besoin d'autres piliers de la thermoablation. Nous avons besoin de 5 piliers de la thermoablation: le bon patient, le bon clinicien, l'excellent échographe, le générateur microwave et antenne microwave. Le bon patient, c'est qui? Le bon patient, c'est celui qui refuse la chirurgie, qui se soumet à une surveillance active et qui soit le patient idéal. Le bon clinicien, c'est qui? C'est l'endocrinologue interventionnel en tête de liste, suivi du radiologue interventionnel et du chirurgien qui manipule, bien sûr, les ultrasons. L'excellent échographe, ce n'est pas l'échographe le plus cher, mais c'est plutôt l'échographe qui nous donne une qualité d'image et qui nous permet de différencier les structures thyroïdiennes des structures adjacentes, dangereuses, qu'il faut protéger lors de la thermoablation. Le générateur microwave, ici je projette celui de microwave, et l'antenne microwave qui est dédiée à la thyroïde. Regardez, il y a plusieurs antennes, les amis radiologues se reconnaîtront ici. L'antenne de la thyroïde, du nodule thyroïdien, c'est celle du milieu qui est en mauve. Alors, cette antenne dispose, qui est de 17 ou de 16 gauche, dispose d'un type actif de 3,5 mm et c'est le type qui détruit les cellules tumorales par la chaleur. C'est une antenne qui est refroidie et qu'on fait refroidir par du sérum salé, froid. Qu'est-ce qu'elle fait l'antenne au niveau du nodule? Eh bien, elle crée une destruction cellulaire sous forme de bulle qui s'agrandit de plus en plus on laisse l'antenne sur place, plus la bulle est plus grande. Et c'est pour cette raison que fait la chaleur, cette chaleur que dégage l'antenne microwave au niveau des cellules. Eh bien, regardez qu'à 45 degrés, les cellules subissent des dommages bénins. À partir de 46 degrés, et si on reste 60 minutes dans la même zone, les cellules sont détruites de façon irréversible. À 50 degrés, il ne faut que 4 à 6 minutes pour détruire de façon irréversible les cellules nodulaires, mais à partir de 60 degrés, il y a une destruction instantanée des cellules thyroïdiennes nodulaires. Mais à 100 degrés, il y a une carbonisation et une vaporisation au niveau du nodule, ce qui fait que nous allons voir que cette carbonisation n'est pas la bienvenue. Donc, la température idéale pour la thermoablation se situe entre 60 et moins de 100 degrés. Fait cette température entre 60, 80 à 100 degrés et moins de 100, ça crée un effet cytotoxique qui va aboutir à une mort cellulaire, à une nécrose coagulative, et c'est les macrophages du système immunitaire de notre patient qui vont phagocyter ce nodule, ou bien ces cellules mortes, pour détruire et débarrasser le corps de ces cellules mortes. Donc, la thermoablation, on dépasse 100 degrés Celsius de température. Il y a une carbonisation qui s'installe, et donc, à ce moment-là, les macrophages ne peuvent pas phagocyter le tissu carbonisé. Il faut dire que, dans les masterclass, les macrophages n'aiment pas ce qui est cramé. Ils adorent ce qui est cuit à point. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau histologique? Quand on met une électrode dans un nodule thyroïdien, ce qui se passe, c'est qu'on détruit le nodule par la chaleur. Voilà, sur cette coupe, sur cette pièce macroscopique, regardez les zones cramées, les zones carbonisées, là, ce sont des zones qui vont rester. Donc, si les macrophages ne phagocytent pas le nodule va rester, il ne va jamais disparaître. Au niveau histologique, il y a une destruction de la cellule, une destruction de la vascularisation du nodule, et c'est pour cette raison que j'ai parlé tout à l'heure du Doppler énergie, et il y a une myélinisation du nodule à la fin. Et donc, les macrophages vont pouvoir débarrasser le patient de son nodule. Et la procédure de l'ablation par microwave, comment on fait? Eh bien, on a besoin de 5 éléments à respecter, ou 5 piliers de la thermoablation par microwave. Nous avons besoin d'une bonne maîtrise de l'échographie, mais surtout d'un écoguidage de l'électrode dans la thyroïde, dans la région cervicale et dans le nodule. Nous avons besoin d'une anesthésie locale et capillaire, d'une hydrodissection, nous allons le voir, pour protéger certaines structures vasculaires et nerveuses. L'approche qui est adoptée jusqu'à présent, c'est l'approche transsismique, mais l'approche latérale aussi peut être faite par des experts. Quand on avance dans l'expérience, on peut adopter cette approche latérale. Et la technique, c'est la technique de moving shoot, c'est-à-dire détruire une zone. Nous allons le voir tout de suite. Alors,
Déjà, pour la première partie, c'est-à-dire la maîtrise de l'échographie, ben, notre intervenant doit connaître les structures du nodule et la classification, bien sûr, et l'écho-anatomie de la thyroïde et de la région cervicale, mais surtout déterminer certaines zones qui sont dangereuses, notamment ici le triangle dangereux et les structures vasculo-nerveuses avec le nerf vague ici. Alors, le nerf récurrent dans le triangle dangereux, mais il va falloir visualiser le nerf vague par rapport au nodule nous allons traiter par thermoablation avant la procédure. Et ceci est très important pour pouvoir le protéger par l'hydrodissection. Nous allons le voir tout de suite. Alors, au début, on était sur le triangle dangereux. Aujourd'hui, on ne parle plus de triangle dangereux, mais on parle de zone dangereuse. Cette zone qui va du nerf vague au nerf récurrent. En sachant que le nerf vague a plusieurs types de localisation, antérieure, postérieure, latérale, et que le nerf récurrent est ici à plusieurs types de localisation derrière le nodule. Que les structures sympathiques, le ganglion cervical moyen, se situent généralement dans cette zone dangereuse. Donc, c'est toute la zone à protéger. On ne parle plus de triangle, on parle de zone dangereuse. Voici ce que nous allons traiter par microwave, par thermoablation. Un goitre avec des nodules. Des fois, on a des multiples nodules et on commence à traiter les multiples nodules disposés en grappes. Mais je voudrais que vous regardiez le nodule habituel qu'on traite. C'est une structure tissulaire tridimensionnelle avec une longueur, une largeur et une épaisseur. Et cette structure, je l'ai représentée ici en citron pour dire que nous allons traiter peut-être un nodule de cette taille ou de taille plus petite. Des fois, on a un nodule composé avec des nodules qui s'accolent et c'est très important de traiter les deux, mais on peut avoir un petit microcarcinome papillaire de la thyroïde qui a besoin de traitement. Donc, selon la taille du nodule, il va falloir déterminer le point d'accès de la thermoablation, quel type d'anesthésie nous allons faire et quel type d'hydrodissection nous allons faire. Eh bien, pour commencer, on fait une anesthésie précapsulaire en utilisant de la lidocaïne à 1 ou à 2%. La capsule thyroïdienne, c'est la partie sensible et sensitive et douloureuse de la thyroïde. Donc, une petite anesthésie péricapsulaire peut être suffisante. Puis, dans un deuxième temps, quand on veut traiter un nodule ici qui est contigu à la carotide, au nerf vague et à la jugulaire, eh bien, on fait ce qu'on appelle une hydrodissection avec du sérum glucosé 5%. Pour la microwave, on peut utiliser aussi le salé parce qu'il n'y a pas de courant électrique qui passe. Et on injecte ce sérum de manière à constituer un petit croissant, écarter les structures vasculaires du nodule. Et après, notre antenne microwave est introduite pour détruire ce nodule en sécurité. Voilà. Vous regardez, vous voyez ici une hydrodissection, une très belle hydrodissection qui a permis de séparer la carotide avec le nerf vague du nodule. Quand on a fait notre hydrodissection, l'antenne microwave est insérée au niveau du nodule et on commence par détruire les zones par le bas, le nodule par le bas. Et cette destruction se fait de proche en proche. Et c'est ce qu'on appelle la technique de moving shoot, c'est-à-dire zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, on va de bas en haut du nodule jusqu'à destruction complète du nodule. Mais je vous invite à réfléchir comment détruire un citron avec une antenne, une zone active de 3 mm. Ce qui veut dire que nous devons d'abord compartimenter ce nodule. Et nous traitons compartiment par compartiment. Et cela nous permet de traiter le nodule dans toute sa longueur, dans toute sa largeur et dans toute son épaisseur. Et c'est important de faire des mouvements à l'intérieur du nodule pour changer de compartiment. Des fois, on fait 2 points d'accès pour une maîtrise ou 3 points d'accès. Il y en a même ceux qui font 4 pour pouvoir traiter le nodule et ne pas laisser des bourgeons qui vont repousser après. Alors, que fait une antenne de thermoablation dans du tissu in vivo? Regardez la bulle qui se constitue ici et le gaz qui se dégage. Et sur échographie, vous allez voir ça. La bulle s'est constituée et le nuage de gaz, il est là. Ça veut dire que la zone est détruite. Mais quand on veut faire la technique moving shoot, quand on a détruit ça, eh bien, on recule. Hein, ça, c'est la technique moving shoot. Donc, détruire et changer de position de manière à élargir la zone de destruction. Et quand on a terminé cette partie, on avance ici pour créer d'autres zones de destruction qui vont confluer avec les premières
qu'on a fait ici. Regardez, on avance euh, euh, millimètre par millimètre jusqu'à obtenir une destruction de toute la zone nodulaire. Ici, c'est une vidéo qui nous montre les effets de l'ablation thermique sur le tissu nodulaire. Voilà, et qui nous décrit comment on fait la technique Morin-Shoot. Voilà. Quand on a détruit le nodule, qu'est-ce qui se passe? Comment devient ce nodule? Eh bien, par les gaz qui se dégagent dans le nodule, ça devient hyperécogène. Voilà. Donc, immédiatement, ça devient hyperécogène. Et dans les quelques jours qui suivent, le nodule devient hyperécogène et il devient avasculaire. Et pour la possibilité de faire une élastographie, eh bien, il y a une diminution de l'élasticité du nodule. Ça veut dire que le nodule a été détruit. Voilà le nodule hyperécogène juste après, il devient après hypoécogène. Alors, le succès de la thermoablation se mesure à deux choses. D'abord, la symptomatologie du patient, mais aussi la réduction du volume du nodule qui doit dépasser les 50%. Et donc, à ce moment-là, on dit que la thérapeutique a réussi. Après avoir terminé la procédure, il va falloir checker les cordes vocales, surtout chez les femmes, puisqu'on les voit bien, regarder est-ce qu'il y a eu de destruction d'atteinte du nerf récurrent, et bien sûr, les patients les décharger rapidement avec un pansement et du passage sur la zone, sur la région cérébelle. Donc, après 2 heures d'observation. Voilà la procédure. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des complications à cette thérapeutique? Oui, il y a certaines complications qui sont mineures et d'autres qui sont dites graves. Les complications mineures sont des changements de la voix, des fois par l'injection de la lidocaïne, d'autres fois par atteinte transitoire, par atteinte du nerf récurrent. Il y a des complications des vomissements, des atteintes cutanées, mais aussi dans les nodules chauds, il y a une hypothyroïdie post-procédure qui s'installe et qu'il va falloir savoir gérer. D'autres complications plus sérieuses, quand on détruit la chaîne sympathique cervicale, la zone dangereuse, il y a le syndrome de Claude Bernard Horner qui peut être observé par le myositis, que vous connaissez, le myositis et l'anhydriase. L'autre complication majeure, c'est l'atteinte du nerf spinal, qui est généralement postérieure. C'est la paralysie du trapèze, du muscle trapèze, que vous voyez ici, et qui peut être observée quand on a un nodule qui est profond et qui est postérieur, et donc il va falloir être prudent. Lésion cutanée, quand on fait sortir une antenne ou une électrode allumée, donc il va falloir éteindre l'électrode, la laisser refroidir dans le nodule avant de sortir au niveau de la peau. Alors là, c'est infection, là on a fait une excision et, au niveau cutané. D'autres complications sont plus graves. Voilà une étude coréenne du Sud qui a apporté un cas d'un patient chez qui la thermoablation avait touché l'artère thyroïdienne inférieure, et ce qui a provoqué une hémorragie foudroyante 1 heure après la thermoablation, et ça a causé le décès du patient, malheureusement. La rupture du nodule est possible. Voilà les formes de rupture du nodule qui peuvent se faire vers la partie antérieure, vers la partie postérieure ou vers la partie latérale. Et ces ruptures du nodule sont possibles. Il y a plusieurs situations dans lesquelles il va falloir faire attention de générer une rupture du nodule après thermoablation. Ici, un cas a été rapporté dans la littérature récemment d'une rupture de nodule que vous voyez sous forme d'abcès qui se fistulise à la peau, ici, parce que c'est une rupture antérieure, et ceci a été vu 80 jours ou 82 jours après thermoablation. C'est important. Alors, est-ce que la thermoablation génère une transformation cancéreuse du nodule thyroïdien? Parce que notre nodule qui devient hypoécogène, quand il est vu par d'autres collègues, et vu son hypoécogénicité, on lui dit, attention, c'est devenu un cancer, tu dois te faire opérer. Bon, voilà des auteurs qui se sont intéressés à biopsier les nodules thyroïdiens après thermoablation, et 90% des biopsies qui ont été faites avaient montré qu'il n'y avait pas de cancer dans le nodule hypoécogène et qu'il y avait juste une hyalinilisation cellulaire. Ce n'était pas une transformation cancéreuse, ce qui a un petit peu calmé les uns et les autres. Et quels sont les résultats après tout ça? Eh bien, les études ont montré, voilà certaines études multicentriques italiennes qui avaient montré que le maximum de réduction du volume du nodule s'observe dans les petits, les moyens et les gros nodules pendant les 6 premiers mois. Et qu'à partir des 6 mois, la réduction du volume est un petit peu moins importante que les 6 premiers mois de la thermoablation.
effectivement, voilà les premières études publiées en 2008-2009, quelques années après le démarrage de la thermoablation, et qui parlaient d'une réduction à 6 mois qui passait de 50 à 80%. Et ces mêmes résultats presque sont restés pendant la première année. Pour les nodules qui soient solides, partiellement kystiques ou kystiques, après thermoablation, la réduction à 6 mois est la bonne. Et puis, cette réduction se continue même à 12 mois. Et vous voyez qu'il y a des chiffres qui sont meilleurs de réduction à 12 mois. Donc, finalement, le nodule continue à décroître de son volume au fil du temps. Alors, qu'est-ce qui se passe à 12 mois pour ces nodules? Regardez, on était que ce soit pour les nodules solides, simples, ou les nodules qui sont partiellement kystiques ou kystiques, la réduction est la même que pour l'étude précédente. Dans notre pratique, on a obtenu pendant les 6 mois un volume de réduction de 70%, ce qui est conforme à la littérature, aux données de la littérature. Voilà une autre situation pour un nodule mixte où il y a deux composantes, une kystique et une tissulaire. Les résultats sont identiques à la littérature de 72%. Et voilà une situation où on a obtenu les mêmes résultats de 70%. Alors, qu'est-ce qui se passe après une année de traitement, 6 mois ou une année de traitement? Est-ce que le nodule va repousser? Est-ce que le nodule va continuer à décroître? Voilà une étude qui a essayé de suivre l'évolution du nodule, même 3 années après la thermoablation. Et regardez, le nodule continue de décroître et le volume de réduction atteint et dépasse les 90%. Et ceci est encourageant. Alors, à 3 ans, mais à 4 ans, est-ce que le nodule va repousser? Eh bien non. Le nodule continue de décroître. À 4 années, il atteint des chiffres de 96-97%. Mais ce que je veux que vous regardez mieux, c'est que 30% des nodules ont complètement disparu après thermoablation. Et ceci à 4 années, et ceci est très important. Ceci est très important quand on voit ce diagramme, cette courbe qui descend jusqu'à disparition presque du nodule à 48 mois. Et cela nous oblige à nous poser une question. Faut-il faire une deuxième séance de thermoablation pour un nodule thyroïdien? Alors, théoriquement, non, mais je pense qu'il y a certaines situations où nous avons choisi de faire une deuxième séance, surtout à nos débuts, où quand on faisait des thermoablations très, très prudentes et qu'on laissait des marges et des berges de nodules non ablatés pour éviter certaines complications. Et quand on revenait par le Doppler, et on voyait que cette berge était vascularisée. Alors on se disait, bon, on était très prudent. Et là, on revient pour continuer cette ablation en deuxième séance. Et on a obtenu d'excellents résultats avec la deuxième séance de thermoablation, ce qui est conforme aux données de la littérature. Alors, depuis lors, on a commencé à adopter une attitude, un goitre score 4, cosmétique score 4, déjà du prime abord. On annonce qu'on a besoin de 2 séances de thermoablation. Peut-être qu'une seule sera suffisante, mais si besoin est d'aller vers une deuxième séance, on le fait, tout en sachant qu'il va falloir protéger certaines structures vasculaires et nerveuses importantes. À côté de la pathologie nodulaire bénigne de la thyroïde, qu'en est-il des cancers de la thyroïde? Le microcarcinome, c'est lui qui a bénéficié le plus de la thermoablation. Voilà, certaines études coréennes qui avaient démontré dès le début que c'est une pathologie qui peut être soignée par la thermoablation. Un microcarcinome de cette taille, chez un patient qui se soumettre à une surveillance active étroite, doit bénéficier ou peut bénéficier d'une thermoablation. Quand on connaît ces résultats, après thermoablation pour les microcarcinomes papillaires, eh bien, entre 3 et 4 années plus tard, 95% des microcarcinomes avaient complètement disparu. Que la récidive à 4 années est de 0%. C'est encourageant et c'est impressionnant quand on sait que la thermoablation fait mieux que la chirurgie en matière de procédure, en matière de complications, en matière de... Et quand on sait aussi que dans cette étude, à comparer la microwave ablation à la lobectomie pour microcarcinome papillaire, sur les 8 années de suivi, il n'y a pas eu de récidive, il n'y a pas eu de métastase. Dans les deux, ce qui est important. Ce qui est important, mais comment expliquer ça? Voilà une étude d'une équipe chinoise publiée cette année qui a parlé d'une immunité antitumorale, d'une immunité systémique antitumorale qui s'installe après
la microwave ablation des cancers de la thyroïde. C'est-à-dire, quand on détruit un nodule, il y a une immunité systémique qui s'installe et qui fait que, elle nous dit deux choses. Elle nous dit que le nodule, le microcancer a été bel et bien détruit par la thermoablation et que c'est peut-être elle qui est responsable de la disparition complète, cette immunité antitumorale qui est responsable de la disparition complète des microcarcinomes après thermoablation et que dans le futur, une simple prise périphérique sanguine, une simple prise de sang, peut nous dire est-ce que la thermoablation était efficace, effective au niveau d'un microcarcinome papillaire de la thyroïde. C'est des données scientifiques à développer et à suivre. À côté du microcarcinome, d'autres cancers thyroïdiens peuvent bénéficier de la thermoablation, ceux qui ne sont pas résécables. Certaines situations de métastases ganglionnaires de cancer de la thyroïde, d'autres métastases ganglionnaires pour d'autres situations cancéreuses. Voilà un cas, un patient chez qui on a trouvé ce micronodule TRAD5 et une cytoponction avait révélé qu'il s'agissait de cellules suspectes de carcinome papillaire de la thyroïde. Je le préparais à la thermoablation et d'autres conseils lui avaient conseillé d'aller vers la chirurgie. Eh bien, ce patient est opéré, malheureusement, et il avait bénéficié d'une thyroïdectomie totale, buscurage récurrentiel droit, buscurage jugulo-carotidien spinal droit, 31 ganglions ont été enlevés, aucun n'a été métastatique, et que le foyer de carcinome est de 5 mm. Donc, finalement, comparer les données de ce cas clinique aux données de la littérature nous dit que la thermoablation ici aurait pu faire mieux. Quelles sont les recommandations pour la thermoablation pour la pathologie nodulaire de la thyroïde? Il y a plusieurs recommandations, vous les connaissez déjà, celle de 2017 coréenne, d'autres en 2019, 2020, 2021, avec des confuses d'experts qui introduisent des nodules, que ce soit des nodules bénins froids, des nodules bénins chauds, que ce soit des adénomes parathyroïdiens. Plusieurs patients, plusieurs situations bénéficient de la thermoablation et finalement, plusieurs équipes se réunissent pour déterminer et pour faire sortir des consensus communs. Et parmi les consensus auxquels il y a eu des changements importants, c'est celui des biopsies et des cytoponctions. Alors, quand on a un nodule symptomatique ou visible, et quand on a un nodule autonome, il y a possibilité de se limiter à une seule cytoponction, à une seule biopsie, quand on a un faible risque échographique évalué par le médecin échographiste. Et on peut se limiter aussi à une seule cytoponction bénigne devant un nodule chaud de la thyroïde. Et ça, c'était très important depuis janvier 2023. Alors, pour placer la thermoablation sur l'échiquier de l'algorithme de la prise en charge des nodules de la thyroïde, que ce soit bénin ou malin, on voit que la thermoablation trouve sa place partout, presque partout. Et donc, que ce soit dans la pathologie bénigne ou dans la pathologie maligne nodulaire de la thyroïde, la thermoablation est en train d'avancer et donc de prendre de la place comme étant une alternative à la chirurgie dans certaines situations spécifiques. La pathologie non nodulaire de la thyroïde bénéficie-t-elle aussi de la thermoablation par microwave? Eh bien oui. Voilà des études sur le modèle animal qui avaient montré déjà il y a quelques années que la thermoablation permettait de traiter des situations de maladie de base d'eau, que le modèle humain, dans cette étude pilote qui s'est intéressée aux maladies de base d'eau récidivantes, avait bien démontré que dans ces situations de patients bien sélectionnés, la thermoablation permettait de réduire les doses d'antithyroïdiennes de synthèse, de détruire la thyroïde comme une chirurgie, mais sans cicatrice, et bien sûr de soigner les récidives itératives de la maladie de base d'eau. Alors, les intervenants, dans cette étude, on voit très bien qu'on a fait de la thermoablation au niveau de l'ordre droit, et regardez, on a détruit cette partie, mais on a respecté la zone dangereuse ici, toute la zone, le triangle et la zone dangereuse ici, que ce soit à droite ou à gauche. Et sur la coupe longitudinale, vous voyez que ce mur extérieur est respecté. C'est pour cette raison que les antithyroïdiennes de synthèse étaient réduites et pas arrêtées à la fin de l'étude. Ce qui se passe actuellement pour la maladie de base d'eau, voilà une publication cette année, 2024, par une équipe chinoise qui a essayé de faire une étude plus importante, c'est-à-dire de profil hormonal et volumétrique de la maladie de base d'eau. Eh bien, c'est surprenant, mais c'est intéressant aussi, de voir que
Un mois après la procédure, eh bien, la T4 est passée de 31 à 15, elle s'est normalisée. À 3 mois, elle est restée normale jusqu'à un an après la procédure. Mais ce qui est aussi important de voir, c'est les anticorps anti-récepteurs TSH qui étaient élevés au début et qui se sont complètement presque négativés à la fin du traitement. C'est une thérapeutique prometteuse dans certaines situations de maladie de base d'eau et qui permet bien sûr de soigner une pathologie non seulement compliquée par son traitement médicamenteux qui est lent, mais aussi par ses récidives. Et si on voit ces résultats, dans cette étude-là, le traitement est fait par une préparation, ce qu'on appelle une préparation médicale rapide, qui inclut le Lugol. Donc c'est très encourageant, c'est très intéressant, et ça représente un futur thérapeutique. Ce futur thérapeutique est très encouragé par la réduction du volume de la thyroïde, du nodule, de la thyroïde, et bien sûr, le volume se réduit et le volume de réduction augmente, et donc on voit que cette thérapeutique est innovante dans ces situations de maladie de base d'eau, mais c'est des patients bien sélectionnés. À côté des maladies de la thyroïde, je fais un passage rapide sur la parathyroïde et sur les adénomes parathyroïdiens, qui représentent aussi une indication à la thermoablation. Voilà une situation d'une patiente qui avait un adénome parathyroïdien avec parathormone à 129 et glycémie à 108, et chez qui la Senti Baby avait localisé l'adénome parathyroïdien. Une fonction, le pH washout est revenu, ou le pH in situ était revenu à 20 millions de picogrammes par millilitre, ce qui nous a fait douter sur un caractère néoplasique, cancer parathyroïdien. La cytoponction, étude cellulaire, est revenue avec des cellules normales, donc il n'y avait pas de cancer. Une thermoablation, une antenne microwave a été placée dans l'adénome parathyroïdien, on la voit ici, et on déclenche le traitement et des micro-bulles ou des bubbles apparaissent au niveau de la parathyroïde. Et une semaine après, la parathormone est revenue à 86 normal et la calcémie s'est normalisée. C'est dire que la thermoablation dans les adénomes parathyroïdiens est une révolution thérapeutique importante. On a une autre situation, adénome parathyroïdien, 102 de pH, 112 de calcémie. Là, c'est 2 jours après la procédure, on avait voulu voir un petit peu le taux de calcium nous avons, eh bien, on a été surpris de voir une parathormone à 49 et une calcémie à 93, ce qui a été très heureux pour nous et pour notre patiente. Alors, lors de mon séjour avec mes amis, du professeur Beck, il n'a cessé de répéter que la thermoablation était une technologie thérapeutique, une technique thérapeutique sans cicatrice, sans anesthésie générale, avec un confort dans le traitement, avec des résultats cliniques très importants, pas besoin de donner des médicaments à vie. Bien sûr que la thermoablation se localise sur le nodule ou sur l'adénome parathyroïdien qui protège la thyroïde et le reste, les autres glandes parathyroïdes. Voilà. Je remercie encore une fois l'équipe EcoMicrowave de m'associer à ce webinaire et je reste disponible pour vos questions. Merci. Ok, merci à professeur Fadruk pour son excellent partage et ses connaissances sur la thermoablation par micro-ondes. Je crois que tout le monde a beaucoup appris pour les questions. Après, avec la partie de discussion, on va parler. Ok, maintenant, bienvenue au professeur Mahmoudi Saïd pour partager sa présentation avec nous. Merci. Docteur Mahmoudi, on n'entend pas votre ton. Deux minutes. Là, bon. Et là, vous m'entendez? Vous m'entendez là? Yes, Prof. Now we can hear your voice. Là, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Okay, vous pouvez commencer. Voilà. Okay. Très bien, merci. Donc, docteur Mahmoudi, médecin radiologue. Donc, je suis le PDG de l'hôpital Mahmoudi qui est situé à Tizi. Donc, nous avons acquis cet équipement de ThermoWave, ça fait 1 année. Nous avons une petite expérience. C'est moi-même qui pratique la technique. On fait effectivement beaucoup plus de thyroïde, mais également, le sujet de ma communication, c'est surtout les métastases et les CRC du foie, plus quelques localisations pulmonaires.
mais nous traitons aussi énormément d'ostéomostéoïdes. J'ai eu la chance de traiter aussi des endométrioses, ça a donné d'excellents résultats, des endométrioses pariétales. C'est vraiment spectaculaire et cette technique, elle est révolutionnaire pour traiter quand même certaines pathologies difficiles à gérer en chirurgie. Donc, je pense que je vais passer sur le générateur. Donc, nous, on utilise surtout des aiguilles de 20, 16 gauche, qui sont longues de 20 cm pour essayer d'arriver en profondeur au niveau du foie et du poumon. Donc, là aussi, ça a été expliqué sur la physiopathologie de la thermoablation. Donc, on arrive à introduire l'aiguille plutôt l'antenne et créer une brûlure au niveau de la tumeur par diffusion de la chaleur du centre vers la périphérie. On a toujours préféré avoir des lésions ovalaires beaucoup plus que rentes, parce que quand on met l'aiguille dans le sens du nodule, ça diffuse plus facilement. Donc, la taille idéale pour un nodule hépatique, c'est démontré dans la littérature, c'est 30 à 40 mm. C'est la taille idéale, surtout 30 mm. J'ai traité au niveau du foie jusqu'à 6 nodules de petite taille. Mais effectivement, cette technique présente des limites quand il y a un contact au niveau des voies biliaires et surtout les contacts vasculaires. Donc, ça reste quand même dangereux de s'approcher des voies biliaires parce qu'on risque de créer des complications. Donc, on laisse toujours sur des indications bien précises. Jusqu'à présent, au niveau du foie, nous traitons surtout des CHC, mais également en nombre les locations secondaires hépatiques des cancers coliques, c'est les plus fréquents, suivis des cancers du sein et de la prostate. Vous allez remarquer que ma présentation est beaucoup plus pratique, c'est-à-dire qu'elle va se résumer par vous présenter quelques cas cliniques, nos cas cliniques, et pour vous montrer les difficultés, les résultats et surtout les échecs qui sont quand même présents dans cette technique. Donc, l'examen est réalisé sous une sédation totale, on fait sous AG. Nous sommes une structure quand même qui a tous les moyens, soit au niveau du bloc en éco-guidé dans des salles ou bien dans les salles de scanner, en scanner guidé, avec respect des conditions d'asepsie. Donc, l'évaluation de la destruction, surtout pour les radiologues, il faut toujours une marge, c'est comme dans la chirurgie, il faut une marge de sécurité. Donc, il y a même des logiciels actuellement qui vous permettent de placer la lésion qu'on veut brûler au sein de la cavité qu'on va créer après. Donc, elle doit toujours être plus petite que la cavité de thermoablation. Vous voyez un exemple ici, une évaluation de la destruction, ça c'est sur une coupe anatomique. Donc, on voit à peu près le tissu brûlé, la métastase brûlée. Les contrôles, généralement, si on veut être vraiment efficient, il faut les faire à 4 à 6 semaines après le geste. Parce qu'il y a une colonne inflammatoire qui disparaît jusqu'à 4 mois. Donc, on ne peut pas faire des évaluations précoces. Et généralement, les évaluations, elles se font avec le scanner. Donc, je vais vous présenter le premier cas qu'on avait traité. C'est un CHC, c'est un patient de 56 ans qui a présenté un carcinome hépatocellulaire du segment 8. Donc, malheureusement, il a fait une thrombopénie avec un taux de plaquettes à 30 000. Donc, l'intervention a été reportée à plusieurs reprises jusqu'à l'augmentation du taux de plaquettes par un traitement médical, corticothérapie. Et vous voyez ici la lésion. Donc, la lésion, on la voit difficilement au niveau du segment 8. Là, j'ai pris une coupe en SPC, les radiologues vont comprendre les images. Et là, après traitement, post-ablation immédiate, vous avez effectivement un foyer parfois de carbonisation avec du sang. Là, c'est le premier CHC que j'ai traité. Ça a été une première pour moi. Le segment 8 aussi est difficile, c'est-à-dire que c'est une zone difficile d'accès. Il faut être prudent parce qu'on peut passer directement dans le poumon aussi. Donc, vous voyez ici la cavité que j'ai créée. Vous la voyez ici. Une zone que 4 semaines après, on a créé une zone hypodense, témoin de la bonne qualité de la thermoablation. On a fait un traitement, voilà, 4 semaines. Donc, on a fait une IRM aussi. Vous voyez ici du sang en périphérie avec le CHC qui a complètement été brûlé, nécrosé. On fait aussi un contrôle à 16 semaines. Vous voyez, c'est le même aspect. La cavité est là. Voilà, donc, généralement, on peut faire encore des contrôles à distance, mais on est sûr qu'on a détruit totalement. Le CHC est une indication vraiment majeure parce que c'est des patients difficiles avec des cirrhoses. Quand on a des petits CHC de thermoablation, je pense que l'examen et la technique idoine pour régler ce genre de situation. Le deuxième cas, c'est la même chose, un patient de Mauritanie de 56 ans. Il a été évacué le 30 juin 2024 pour une thermoablation d'un carcinome hépatocellulaire multiple. Là, c'est un peu compliqué parce qu'on n'avait pas à faire une lésion, on avait fait plusieurs lésions. Avec surtout une hépato chronique, avec une hypertension portale, une décompensation acétique. Là, l'indication a été vraiment discutée, mais on n'avait pas d'autre choix que de lui donner sa chance pour vivre encore plus longtemps. Donc, vous voyez ici,
des petites lésions. Il y a une préablation, vous voyez des petites lésions, elles sont disséminées. Donc, à l'échographie, vous les voyez aussi, c'est des zones hyperéchogènes. Et là, pardon. Et là, il y a une préablation. Après, vous avez des zones après thermoablation. Vous avez aussi un suintement périhépatique, effectivement, qui peut se produire. C'est le foie qui pleure dans le péritoine. Et parfois, on a même des complications. J'ai eu une fois un patient qui avait fait un bilan rétrogastrique après thermoablation de volumineuse métastase hépatique. Donc, vous avez une large place d'hypodonse hépatique post-thermoablation avec surinfection de la lésion du segment 6. Là, on a une majoration du volume de l'acide, de grande abondance sur un épanchement pleural liquidien bavois. Donc, sincèrement, j'ai eu quand même j'ai un abcès hépatique sur un patient qui avait une prothèse biliaire. Donc, quand vous avez une prothèse, quand vous faites une thermoablation, il y a énormément de risques d'infection. Malgré l'antibioprophylaxie, il y a toujours des risques d'infection. Donc, vous avez les infections qui peuvent survenir, mais surtout des bilans qui peuvent se former sur les grosses métastases. Vous voyez ici, on voit bien les zones de thermoablation qui sont claires, témoins de la qualité de la technique. Une TDM table de contrôle, faite un mois après. Vous voyez les larges plages hypodenses avec toujours le suintement, l'épanchement périhépatique. Vous les voyez toujours. D'ailleurs, je trouve que traiter plusieurs lésions à la fois, il faut quand même respecter la littérature qui dit qu'il ne faut pas traiter plus de 6 et surtout, il devrait être de petite taille. On ne peut pas traiter plus de grosses lésions. On m'a forcé la main de traiter des grosses lésions et j'ai eu vraiment d'énormes complications qui ont conduit à un drainage externe c'est un traitement qui a duré plus d'un mois. Le troisième cas, celui-là, c'est aussi un Mauritanien, 63 ans, avec une cirrhose hépatique qui nous a été adressé pour thermoablation d'un CHC. Ça aussi, c'est un cas un peu compliqué. C'est un nodule de 18 mm du segment 3. En contact intime avec le duodénum vers l'arrière et en avant avec la paroi abdominale. Vous le voyez ici à l'échographie, on voit cette lésion hypoéchogène qui est très très nette. Et là aussi, il y a une difficulté avec le mouvement du foie gauche. C'est très difficile d'être vraiment efficient sur ces lésions. D'ailleurs, chez ce patient, vous voyez ici, c'est un CHC qui est hypervascularisé, vous le voyez très bien, qui se rehausse fortement au début. Ça, c'est après thermoablation. Et bien, chez ce patient, il y avait une complication qui est survenue en plein geste. J'avais perforé le duodénum et j'ai remarqué juste après qu'il y avait un plomb péritoine. Donc, je n'avais pas le choix. Soit je traite le nodule convenablement en prenant des risques de brûler, de perforer le duodénum. C'est arrivé, je l'ai perforé, mais on a géré par la suite. Les réanimateurs ont géré la situation et le patient n'a pas eu aucune autre complication. Voilà, on a contrôlé après, vous voyez la lésion, elle a complètement été traitée. Donc vous avez une IRM en contrôle où le nodule, où le CHC était totalement brûlé avec un petit hématome périphérique. Le cas numéro 4, voilà, on est passé des CHC aux métastases, donc c'est une femme de 38 ans, aux néoplasie du sein. Elle a été classée initialement en TTRNM0 avec un triple négatif. Elle a été traitée par chimiothérapie, suivie d'une mastectomie et radiothérapie. Malheureusement, le PET scan de contrôle, 6 mois après, objectif une récidive métastatique hépatique au niveau du segment 2 et ganglionnaire hilaire hépatique. Ça, je vous dis franchement, donc vous avez ici une lésion hépatique plus une adénopathie hilaire. Vous les voyez ici très bien sur le PET. Vous avez ici au scanner une adénopathie qu'on voit très bien. Sincèrement, j'ai pris des risques sur ce patient. Traiter la métastase, c'était très facile. Ça a été facile, mais j'avais osé traiter l'adénopathie. Il était juste à côté du transport de l'artère hépatique. Je me rappelle, je me suis approché, j'ai mis la tête du ligue à l'intérieur, sans bouger. C'est une aventure, quoi. C'était vraiment risqué. Après, vous la voyez ici à l'échographie. Vous voyez la métastase plus l'adénopathie. Vous voyez, elle est tout proche des vaisseaux. Après, scanner de contrôle après un mois, vous voyez la lésion. L'adénopathie, malheureusement, on ne peut pas contrôler au scanner, donc j'étais obligé, ou j'étais contraint de faire un autre PET scan. Vous voyez ici que la lésion est totalement éteinte et l'adénopathie aussi. Donc, quand même, là, on a une preuve que la thermoablation était efficace parce qu'il n'y a plus d'activité tumorale au sein de l'adénopathie et de la métastase. Donc, à 6 semaines, tout allait bien. Et la patiente, elle revient pour un contrôle, malheureusement. Donc, nous avons pu, comme vous voyez ici, on n'a plus de méta-hépatique et de métaganglion sous-diaphragmatique au niveau du foie. Mais malheureusement,
la malade a progressé avec des métapulmonaires et des adénopathies médiastines. À peu près, le cancer, c'est très complexe. Il y a des fois on gagne, des fois on perd, c'est normal. Vous avez ici un patient de 72 ans, la même chose avec une néoplasie colique traitée par chirurgie chimiothérapie. Celui-là aussi, je pense que, je vous dis franchement, avec une lésion à 7 cm, au moins, il n'y a pas d'indication. Mais les chirurgiens ne voulaient pas l'opérer parce qu'il a une métastase pulmonaire, lobaire supérieur gauche. Donc, il se trouve avec une localisation pulmonaire et une localisation hépatique. Une lésion à 7 cm, sincèrement, s'il était uniquement hépatique, je ne l'aurais pas traité. Je préfère traiter des lésions. D'ailleurs, vous allez voir après, on ne réussit jamais les grosses lésions. Il y a toujours des récidives. Donc, vous voyez ici, on a réussi à traiter cette métaille pulmonaire. Vous voyez ici l'aiguille. Tout se fait en scanner guidé. D'ailleurs, on a traité le même jour, c'est-à-dire la même anesthésie. Vous avez les pneumothorax sont très fréquents quand on traite, quand on met des aiguilles dans le poumon, on a tous des pneumothorax, mais qu'on gère aussi également. Voilà. Donc ici, vous avez la métastase. Après thermoablation, tu viens de comprendre un mois après, vous avez la zone de thermoablation du nodule pulmonaire et vous avez aussi la lésion de 7 cm au niveau du foie. Donc, c'est des lésions résiduelles. J'ai fait un PET scan malheureusement, donc j'ai pu traiter la lésion parenchymenteuse pulmonaire, vous ne la voyez plus ici, donc elle ne s'allume plus. Voilà, c'est une zone de fibrose, donc j'ai pu quand même stabiliser, mais malheureusement, il y a eu des récidives périphériques, des résidus sur les spines, des résidus tumoraux périphériques, je n'ai pas pu traiter parce que la lésion est quand même assez volumineuse, 7 cm, ce qui est contre-indiqué de traiter des lésions de cette taille. J'ai fait une autre tentative de thermoablation. Donc, j'ai essayé de revenir sur cette lésion. Une reprise des nodules résiduels hépatiques a été effectuée, mais malheureusement encore, il y a ça persiste. Donc, vous voyez ici, la lésion a totalement disparu. Le résidu toujours en périlésionnel, mais j'ai réglé comme la situation du patient parce qu'il a été repris par les chirurgiens. Ils l'ont opéré. Vu qu'il n'y a plus de métapulmonaire, ils l'ont traité par chirurgie et ça a donné de bons résultats. Je n'ai pas encore la suite. Le 6e cas, c'est un patient âgé de 65 ans, toujours le côlon avec des métas, traité en chimiothérapie 2021. Donc, tout était bien pendant 2 ans. Et le patient il revient avec des récidives hépatiques en novembre 2023. Donc, vous avez ici plusieurs lésions, 4, 7, des segments 4, 7 et des segments 6. Là aussi, c'était intéressant parce que c'est des petites lésions. D'ailleurs, je recommande aux radiologues de ne pas d'oser aller traiter ces petites métastases parce que ça donne de très bons résultats. Ça, par exemple, c'est une femme qui était bien, donc elle a été traitée par chirurgie, tout allait bien, chimiothérapie un jour. Un contrôle des marqueurs tumeurs a montré une réascension des ACE à 13 nanogrammes. Donc, vous voyez des petites métastases qu'on voit bien ici à l'IRM de diffusion, des petites lésions. Voilà. Comme elle a fait de la chimiothérapie, ces lésions se sont calcifiées et il a été aisé aussi pour nous d'aller les traiter en éco-guidé. Donc, ça coûte, c'est facile d'arriver, ça a été fait en un quart d'heure. Les contrôles STDM étaient négatifs et surtout, voilà, vous voyez, c'est des contrôles après 4 semaines, on ne voit plus les lésions et surtout, la normalisation des taux des ACE à 5 nanogrammes, témoin de la bonne qualité du traitement. Merci de votre attention. Voilà, je voulais faire une présentation pratique. J'espère que je vais dire qu'il y a beaucoup de complications et beaucoup de stress. J'ai eu par exemple, une fois, je traitais un nodule au niveau du sommet hépatique. Et à un moment de déconcentration, je suis rentré dans le poumon. J'ai créé une hémoptysie de grande abondance au patient. Mais dans ce cas-là, il faut être quand même, il faut garder son calme et parfois, quand il y a un saignement, il vaut mieux aller faire soi-même la cautérisation avec l'aiguille et de ne pas paniquer pour arrêter le saignement. C'est arrivé au niveau de la thyroïde, j'ai eu comme des complications. Mais au début, on est frileux, mais je pense, comme l'a dit le professeur Keck, plus on avance, plus on maîtrise la situation et plus on est efficace. Merci de votre attention. Merci. Merci, professeur Saïd, pour ce formidable partage. Alors maintenant, on passe à la partie de discussion. D'abord, la question pour professeur Fouad Youk. La première question, c'est pour le nodule kystique, est-ce qu'il faut aspirer tout le liquide kystique avant de faire l'ablation?
Merci pour cette question. Alors, est-ce qu'il faut aspirer tout le liquide kystique? L'idéal, c'est oui. Il faut aspirer tout le liquide kystique avant de faire la thermoablation. Parce que quand on chauffe le liquide kystique, qui est généralement de la colloïde, ça peut faire un petit éclatement, petite explosion à l'intérieur du nodule, et c'est ce qu'on entend par des pop-corns, des fois. Hein, on dit aux malades, est-ce que vous sentez les pop-corns? Alors, si on vide les cavités kystiques, c'est mieux quand on peut le faire dans la globalité, dans la totalité du nodule. Mais il faut dire que, comme a dit le professeur Mahmoudi, plus on avance, plus on apprend. Dans certaines situations, quand on a 2 ou 3 petits nodules à traiter avec des zones kystiques et qu'on vide la cavité kystique au début de la procédure, il y a un saignement qui se produit et qui remplit cette cavité. Et le vide n'est pas autorisé dans la nature. Donc finalement, peut-être que la cavité kystique, il faut la vider. Si vous avez 2 kystes contigus que vous allez traiter en même temps, vous traitez le premier. Alors le deuxième, il est conseillé, je pense, de ne vider la cavité kystique qu'une fois, vous allez mettre l'électrode ou l'antenne de microwave dans le nodule. Comme ça, il n'y aura pas de saignement qui va se produire et en attendant que vous arrivez à ce nodule. Donc, il est préférable de dégager tout le kyste du nodule avant de le traiter. Mais des fois, on ne peut pas le faire. Quand on a des microcavités, là, ce n'est pas grave. Il faudrait aller dans ces petites cavités, faire votre thermoablation. Ça ne posera pas de problème. Ok, J'ai une merci. question. Je peux poser une question au professeur Kirk? Oui. Moi, j'ai des questions à vous poser parce que je fais beaucoup plus de thyroïde que de localisation hépatique et pulmonaire. J'en ai fait déjà plus de 400 patients et j'ai eu quand même des complications. J'ai eu un ptosis, j'ai eu une dysphonie, j'ai eu quand même normal. Un faux anévrisme internodulaire et j'ai paniqué. Donc, ah oui, c'est parce que le patient était hyper tendu et il ne me l'a pas dit. Donc, je me suis retrouvé avec un patient qui avait des chiffres tensionnels élevés. Et donc, j'ai eu 2 fois. Une fois, effectivement, le faux anévrisme, ça a échappé. Mais la deuxième fois, j'ai eu le même problème. Mais justement, c'est ce que je dirais à mes confrères, c'est de cautériser soi-même les vaisseaux qui saignent. Il faut utiliser l'antenne pour faire l'hémostase soi-même. Là, c'est un cas. Après, moi, par exemple, je me fie beaucoup plus à l'élastographie. Sincèrement, plus le nodule est mou, plus on travaille à l'aise. D'ailleurs, parfois, on a peur de la rupture tellement ça devient liquide. On a peur que le nodule, comme vous l'avez décrit, exactement, éclate. Et ça, c'est la hantise aussi, ça, on a peur. Mais le problème surtout, quand vous avez un nodule qui est dur, qui a, par exemple, plus de 50 kPa, à mon avis, il ne faut pas les faire. À mon avis, maintenant, on dit que c'est des nodules pierreux et surtout que ce n'est pas vascularisé, s'il n'y a pas d'activité vasculaire à l'intérieur. Il vaut mieux éviter de les faire parce que ça ne donne pas des résultats probants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une diminution du volume de son nodule. Mais sincèrement, je suis d'accord avec vous. J'ai eu des nodules volumineux, des femmes qui ont refusé de se faire opérer, qui cachaient ça avec leur schéma. Et les traitements, les résultats sont spectaculaires. Peut-être qu'un jour, on va revenir sur ça ensemble et présenter tous les cas pour les jeunes. Moi, sincèrement, je dois encourager parce que la thyroïdectomie totale fait des ravages dans nos pays. Pour un oui, pour un non, on envoie au chirurgien. Moi, je ne suis pas d'accord. On doit se battre sur ça parce qu'une femme de 30 ans, elle doit garder sa thyroïde, elle doit vivre avec. Voilà. Et sincèrement, je vous remercie. J'ai appris beaucoup dans votre communication qui est très académique. Moi et ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous rejoins. Justement, vous avez parfaitement raison. Moi aussi, j'ai eu des complications. 2 hématomes extra-thyroïdiens, extra-capsulaires qui m'ont fait un petit peu trembloter. Mais il faut savoir garder son calme. Comme vous avez dit tout à l'heure, il faut être calme devant le patient. Il faut savoir gérer la situation. On a eu des dysphonies, une par thermoablation qui était transitoire, une autre par lidocaïne qui a rapidement fusé et s'est retrouvé en contact du nerf récurrent et on a eu une dysphonie avec des difficultés. On a des complications qui nous poussent à apprendre. C'est normal. C'est tout à fait normal. La cautérisation. Il faut insister sur les jeunes pour l'hydrodissection. C'est capital. C'est capital. C'est très important. Tout est dans l'hydrodissection. Et je dis que maîtriser l'hydrodissection, c'est maîtriser la thermoablation. Que ce soit dans la thyroïde ou dans la parathyroïde. Et c'est important parce que aussi, ça réduit les saignements. J'ai remarqué que quand il y a des nodules des fois très petits intra-thyroïdiens, je les fais et puis j'ai un hématome extracapsulaire. Et quand je fais l'hydrodissection, je me dis il est loin de tout, mais je fais quand même l'hydrodissection, si ce n'est que pour refroidir. Il y a une nouvelle donnée récente, c'est que l'hydrodissection, on l'a fait maintenant 2 fois. Au début de la procédure et à la fin de la procédure.
C'est une forme de refroidissement interne qu'on fait à la fin, on injecte, on fait une nouvelle hydrodissection quand on a terminé la thermoablation. C'est important, ça permet de maintenir cette vasoconstriction et ça permet de refroidir le nodule et c'est un glaçage interne associé au glaçage externe qu'on fait d'habitude. Donc c'est très important. Hydrodissection, c'est la clé de la thermoablation. J'ai aussi une remarque à faire pour les jeunes, effectivement. Vous l'avez dit, d'ailleurs, ça m'a fait plaisir parce qu'on a vécu tous la même situation. Au début, quand on avait commencé, on faisait rarement une thermoablation totale. D'ailleurs, on était gênés, on disait subtotal parce qu'effectivement, au contrôle, on trouve une bonne partie qui est là, qui est toujours vascularisée. Et, ma foi, on est des privés, sincèrement, je les reprends sans prendre quoi que ce soit sur le patient. Et il y a les gros volumes qu'on a peur de traiter en même temps, donc on est obligé de les faire à 2 fois. J'en ai fait à 2 fois, même un gros à 3 fois. C'est comme ça. Mais je vous pose une question. Pour moi, et pour tout le monde, comment vous faites quand vous avez 2 nodules? Les patients, parfois, vous disent, faites-moi tout ce jour. Vous avez un nodule à gauche et un nodule à droite. Comment vous réagissez à cette situation? C'est une demande classique. Et quand on a deux nodules du même côté, contigus ou même séparés, on arrive à faire les deux. Quand on a un gros nodule, par exemple, à droite et un petit nodule isthmo-lobaire gauche, on arrive à faire les deux. Exact. Mais on ne fait jamais 2 nodules des 2 côtés. De peur, on ne le fait jamais. Je suis d'accord. Moi, en lisant les questions, j'ai aperçu une question. Est-ce que la maladie de Basdo, on l'a fait en un seul temps pour les deux côtés ou en 2 temps? Dans l'étude que j'ai vue et que je vous ai présentée, elle a été faite en un seul temps. C'est-à-dire que le point d'accès était isthmique et une fois l'opérateur est passé vers le lobe droit, et il a détruit, et puis il a passé vers le lobe gauche avec une anesthésie péricapsulaire et une hydrodissection faite dans les règles de l'art. Sauf que là, vous avez bien vu que la partie postérieure était restée non ablatée pour des raisons de sécurité qu'on a citées tout à l'heure. Voilà. Donc, dans la maladie de Basdo, on a réussi à faire les 2 côtés. La question qui est posée, est-ce qu'on ne fait pas ça pour les nodules un jour? Je ne sais pas, peut-être. Moi, je l'ai fait, mais j'ai eu peur. Au début, on faisait qu'un. J'ai fait 2 nodules à gauche, à droite, mais c'est des petits nodules, mais sincèrement. Je ne le fais pas encore. Il faut être prudent. Au début, on faisait un seul nodule. Mais après quelques temps, quand on avait une grappe de nodules, là, on fait toute la grappe d'un côté et on sort d'un nodule et on rentre dans l'autre et ça ne pose pas de problème. Finalement, on a obtenu des résultats meilleurs dans les grappes de nodules que dans les nodules uniques. Et c'est important parce que je pense qu'à ce moment-là, on a détruit la vascularisation périnodulaire dans les petits nodules et ce qui nous a donné de bons résultats. Moi, ce que je voulais dire aussi pour les jeunes, ceux qui commencent, il faut faire attention aux nodules plongeants. Les contre-plongeants, c'est il y a des risques quand même, hein, parce qu'on a la supravéère, les vaisseaux. Sincèrement, parfois, on se dit, est-ce que vraiment on va aller s'aventurer dans ces zones? La parathyroïde, par exemple, l'hydrodissection est capitale. Même avec ça, on arrive toujours à avoir des dysphonies. Des dysphonies qui ont duré. Là, je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait la femme d'un policier devenu totalement affamé. Totalement affamé. D'ailleurs, il m'a remercié. Il m'a dit comme ça, elle va se taire, elle va me foutre la paix. Alors, la bonne femme, comme j'étais stressé, ma secrétaire et toute mon équipe l'appelait de temps en temps. Madame, ah non, c'est bon, j'ai perdu. C'est-à-dire qu'elle dit, elle ne pouvait pas parler. À un moment donné, on l'avait oublié. Et il nous rappelle, il nous a fait un scandale. Après, il commençait à crier, madame, vous avez récupéré votre voix, foutez-nous la paix. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas eu quand même des lésions définitives. On a eu des ptosis passagers, des dysphonies passagères qui ont duré. J'ai un malade qui... D'ailleurs, j'ai fait une erreur, je vous dis franchement, c'est un malade que j'ai traité sous-âgé. Il ne faut jamais traiter une thyroïde sous-âgé. Pas d'anesthésie. Même si on vous force, ne faites rien. Pas de sédation. Pas d'anesthésie. Moi, j'ai fait une fois une sédation, une petite sédation, et depuis, je ne l'ai plus refait. Attention. Alors, moi, je l'ai fait une fois, j'ai regretté parce que le patient s'est levé, il avait perdu sa voix. Alors que quand on fait l'examen, on demande au patient de parler. Parce que le récurrent, il nous joue de sales tours. Parfois, il est là, dès que ça chauffe, boum, il commence déjà par une irritation, il commence à tousser. Et donc, en fait, nous, quand on commence, on met par exemple 200 000 d'hydrocortisone, on met des corticoïdes. Je ne sais pas si vous le faites, professeur, on fait de la antibioprophylaxie. C'est facile. On met 200 mg, je pense, et on fait après 200 mg d'hydrocortisone après. Donc, on commence par une antibioprophylaxie et on termine par une injection d'hydrocortisone. Et parfois, on est obligé de la faire pendant l'examen parce que le patient ne supporte pas Mais vous allez avoir des chocs, vous allez avoir des sueurs, vous allez avoir de tout, mais il ne faut pas se décourager. Nous aussi, moi aussi, on a recours à la corticothérapie. On est à 1 mg kilo, entre 1 et 2 mg kilo, qu'on fait généralement après procédure. Et j'ai envie de partager mon expérience sur la lidocaïne. Faites attention.
Nous, par exemple, en Algérie, nous avons là 2%. Ouais, nous aussi. Quand vous mettez 2%, parfois, ça tourne au vinaigre avec le patient. Il va avoir des… Donc, il faut être prudent. Mettre 2 ampoules, je pense qu'il vaut mieux être, quand vous faites l'anesthésie, essayer d'aller un peu, essayer d'être économique. Il faut pas, parce que si vous allez faire une deuxième ampoule, vous allez avoir d'autres problèmes dus à la lidocaïne. Donc, voilà à peu près ce que j'ai à dire sur la thyroïde. Et sincèrement, on a eu toutes les complications. Parfois, quand vous avez un nodule qui monte plus haut, quand vous mettez l'aiguille, l'antenne, le malade, il vous dit j'ai mal à la tête, j'ai mal au maxillaire, j'ai mal aux dents, j'ai mal à l'oreille. Alors, il faut écouter, mais il ne faut pas trop se paniquer. C'est vraiment, c'est des choses tout à fait normales. Voilà, merci. Exactement. Alors, pour la lidocaïne, nous aussi, on utilise la 2%, mais là, on verse vers 1%. Pour la corticothérapie, on fait une corticothérapie post-procédure. On fait 1 mg à 2 mg kilo en fonction de la taille du nodule et du poids du patient. Et des fois, on a été amené à faire de la corticothérapie avant procédure, avant le geste, dans une situation où il y avait une toux chez un patient qui était gênante et qui nous empêchait d'avancer. Dans une autre situation où il y avait une douleur de l'épaule incroyable qui empêchait la patiente de se mettre en position de thermoablation. Et donc, on a été dans ces situations obligé de mettre la corticothérapie avant. Mais on utilise la corticothérapie toujours après procédure, 1 à 2 mg kilo. Et puis, on continue par la corticothérapie pour quelques jours. On utilise aussi dans notre pratique… Vous pouvez continuer, après je vais intervenir aussi. On utilise la vitamine D. Ça, c'est une cuisine interne. C'est une cuisine interne chez nous. On utilise 25 000 unités par semaine pour les 3 mois qui suivent la thermoablation, puisque les macrophages ont besoin d'être boostés et notre immunité a besoin d'être soutenue de notre patient pour dégager le nodule. La vitamine D, on peut aller jusqu'à 25 000 unités par semaine pour les 3 mois qui suivent. On a de meilleurs résultats avec ça. Voilà. Et puis, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, professeur, il faut leur dire de ne pas oublier d'utiliser le butoir. Le butoir de l'aiguille. Parfois, quand on met l'aiguille, il vaut mieux limiter pour ne pas aller en profondeur. Le frein. Il faut tirer la petite calotte. Vous voulez dire le frein. Le frein cutané. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Oui, il faut l'utiliser. C'est ce qu'on leur dit. Hein. Attention. Mais il n'y a pas que des complications, si Mahmoudi, il n'y a pas que des échecs. Il y a aussi des résultats excellents. Quand on voit la disparition de nodules, quand on voit… Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faudrait se mettre. Il faut être prudent. Moi, c'est ce que j'ai retenu de mes aînés auprès desquels j'étais formé. Il faut être prudent. Prudence d'abord, sécurité d'abord. Si on ne voit pas le bout de l'électrode, on n'avance pas, on recule. Si on ne voit pas le bout de l'électrode ou de l'antenne, on ne tire pas. Et plus on est sur le retrait et le frein, plus la sécurité est là. Et sécurité d'abord avant succès thérapeutique. J'ai encore quelque chose. Et les résultats résultats sont très, 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 très très intéressant et encourageant. J'ai envie encore de vous dire quelque chose, professeur. Vous avez de l'expérience. Moi, j'utilise souvent, ça c'est pour les jeunes qui nous écoutent, il faut leur donner le maximum de ce qu'on sait, c'est la puissance du générateur. Moi, je travaille souvent à 30, rarement à 25, je préfère 30. Vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas trop carboniser les choses. À 30, mais je travaille rarement avec du 35. Sincèrement, je ne sais pas vous, où est-ce que vous en êtes. Nous, on commence à 30. Si le patient tolère et si on voit que la destruction est bonne et rapide, puisque les microwave sont plus rapides que d'autres techniques, plus rapides et donc plus efficaces, on peut rester à 30. Mais il nous arrive de monter à 35, de passer à 40 watts de puissance de générateur quand on a des zones liquidiennes difficiles et surtout quand on a un saignement. Quand on a une petite hémorragie à l'intérieur et on voit que la cavité se remplit avec du sang, on peut passer à 35, à 40. Et il y a même d'autres experts qui sont allés plus loin, au-delà de 45, au-delà de 50. Ça dépend. Mais plus on augmente les watts, plus le geste doit être rapide. C'est-à-dire, vous voulez obturer une artériole qui gicle, vous allez le faire mieux à 50 et rapidement qu'à 30 ou à 25 et lentement. Voilà. Mais bon, ça dépend. Plus le temps avance, plus on arrive à augmenter facilement. Sincèrement, à partir du centième malade, à partir du 100, je pense 120, il m'arrive maintenant de faire 4-5 thyroïdes le même jour sans problème. Alors qu'au début, je dis franchement, ça n'a pas été facile. Mais maintenant, ça devient maintenant vraiment de la routine, surtout certains nodules. C'est vrai, quand on prend des nodules de petite taille, c'est plus facile, c'est plus rapide, mais malheureusement,
C'est pas ça qu'on a. On a gros nodules chez des femmes qui ont refusé de se faire opérer, qui ont refusé catégoriquement la chirurgie. On a traité même des femmes âgées qui ont refusé de se faire opérer. Et maintenant, après la nuit, ils ne pouvaient pas dormir parce qu'ils faisaient des apnées. Donc, on a eu à peu près toutes les situations. Un jour, peut-être qu'on va présenter tout notre travail et profiter mutuellement de notre expérience. Merci. Finalement, les patients qui sont demandeurs de thermoablation, ce sont les patients qui ont des gros nodules, pour lesquels la chirurgie a été proposée 2-3 fois et qui cherchent une autre solution. Pour les petits nodules, ils ne sont pas demandeurs quand il n'y a pas de problème cosmétique, ou il n'y a pas de problème fonctionnel, il n'y a pas de compression. Donc, ils ne viennent pas quand on leur parle de thermoablation, c'est pris avec des pincettes. Alors que les autres, ce sont eux qui sont demandeurs. Et donc, notre recrutement, au début, était des grands nodules aussi. Exact. Mais selon les équipes où j'ai appris la technique, le conseil était de commencer par les petits nodules. Exact. Et pas les gros nodules. Et malheureusement, on a fait l'inverse et on a eu des situations. Et c'était bon aussi parce qu'on a appris, parce qu'on a été affronté à des difficultés. Et là, on a eu quand même à reprendre des patients, à avoir des situations où la thermoablation n'est pas complète et tout. Exactement. Et s'il y a un conseil à donner, c'est de commencer par les petits nodules, de moins de 3 cm, de 4 cm, de grand axe. Si on parle volume de 10 cc, 10-15 cc, maximum 20, au lieu de commencer par les 30 et plus. Moi, je vous dis franchement, c'est une technique qu'on a introduite ici. Sincèrement, il nous a réglé énormément de problèmes. On a traité des ostéomyostoses chez des enfants qui ne dormaient pas la nuit, qui prenaient de l'aspirine tout le temps. Et j'ai traité une vingtaine de cas. Sincèrement, ça donne chaud au cœur parce que le résultat est immédiat. Si on revient par exemple à la parathyroïde, les chirurgiens commencent à opérer, ils font encore un massacre. Et parfois, quand ils laissent des résidus, nous les envoient. Alors, il faut retrouver ce résidu, où ce qu'il est, comment le traiter. Mais toutes les paras que j'ai traitées, les paras de nodules, les résultats sont spectaculaires. Au bout de la semaine, la calcémie redevient normale, la PTH s'effondre d'une façon constante. Voilà, donc aux jeunes, il faut essayer. Les nodules parathyroïdiens que j'ai fait au début, c'est des malades qui étaient refusés par les chirurgiens pour des raisons cardiaques. Le patient ne pouvait pas être opéré. L'anesthésie, je dis, je vais. Voilà ce qu'on a commencé. Et maintenant, ça commence à venir. Donc, il y a un travail à faire, surtout chez nous. Le tout début j'ai traité, je vais le redire, pour les jeunes, la radiologue qui nous écoutent, j'ai traité de l'endométriose pariétale. C'est extraordinaire. Là aussi, vous ne pouvez pas mentir parce que la patiente, pendant son cycle, a très mal. D'ici, vous avez réussi votre geste, au prochain cycle, il n'y a plus de douleur. J'ai traité au niveau du muscle grand droit, au niveau sous-pariétal, de gros nodules d'endométriose. Là, je vais encore traiter un la semaine prochaine, 4 nodules. Ça aussi, il ne faut pas hésiter. Je parle pour les radiologues. Il faut soulager vos patients, il ne faut pas les laisser souffrir. Et vous avez les moyens. Alors, je reviens sur l'adénome parathyroïdien. La parathormone, est-ce qu'elle baisse de façon immédiate, progressive? Non. Bien, alors, il est dit de tester, de doser la parathormone le deuxième jour. Mais j'ai vu un travail où la parathormone était testée 1 heure après la thermoablation. Et elle a été bien démontré qu'elle avait baissé. Donc, on peut la doser 1 heure après le geste. Mais il est préférable d'attendre que le geste 2 jours, 3 jours. Moi, des fois, j'attends 1 semaine pour évaluer. Il n'y a pas de mal. 1 semaine. Maintenant, est-ce que l'alcoolisation, on peut la coupler à la thermoablation microwave? Oui. Dans certains nodules chauds, j'ai vu une question défiler, on fait une alcoolisation après thermoablation par microwave. C'est-à-dire, quand on a retiré l'antenne de thermoablation, on injecte de l'alcool dans le nodule chaud pour compléter le traitement, parce qu'il y a de la chaleur, il y a de l'ischémie, mais il y a encore des cellules vivantes quelque part. L'alcoolisation permet de compléter le traitement. Est-ce qu'il faut garder les antithyroïdiennes de synthèse? Théoriquement, il faut les arrêter. Mais des fois, il nous arrive de les maintenir pendant 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à 1 mois, histoire de s'assurer que tout va bien. Et puis après, on les arrête et il n'y a pas de problème. Le thyroïdien est obtenu rapidement. Voilà. Je parlais pour les kystes, excusez-moi, professeur, de vous couper la parole. Pour les kystes simples, la thyroïde, j'en ai traité, les kystes simples, les kystes simples, qu'on les fait avec l'alcoolisation. Là, par contre, pour les jeunes, il ne faut pas enlever tout. Il faut retirer uniquement la moitié du kyste pour mettre de l'alcool dedans. Vous allez avoir une activité. J'en ai traité, les résultats sont spectaculaires. Vous avez une rétraction du kyste, mais ça, ce n'est pas du thermowave, c'est de l'alcoolisation. Voilà. C'est de l'alcoolisation. Des fois, au début c'est ce qu'on faisait aussi. On prenait la moitié. Après, on a été un petit peu plus à l'avance. Plus audacieux. Plus audacieux. On vidait les 2 tiers. Et après, actuellement, il nous est arrivé de tout vider
de rincer avec du sérum salé, un rinçage ou 2 rinçages, et d'injecter une quantité d'éthanol qu'on garde pendant 2-3 minutes et qu'on aspire à moitié. Et on a des résultats aussi surprenants. Et bon. Alors, Ça a été très enrichissant. J'espère que ceux qui nous ont écoutés ont profité du travail. Surtout, sincèrement, professeur, ça se voit que vous êtes un endocrino. Oui, merci. Parce que nous, on est éparpillés surtout. On est dans le fond, on est dans le poumon, on est dans la thyroïde, on est dans l'os. Mais effectivement, non, quand nous sommes juste dans la thyroïde et parathyroïde. Mais nous avons des collègues radiologues et des amis qui font aussi avec nous la thyroïde et qui sont très à la page, très à la pointe. Moi, je suis en train de former des jeunes. Et la collaboration, la collaboration au Maroc entre les endocrinos et les radiologues est très, très bonne. Et même avec nos amis chirurgiens, il faut tout le monde pour assurer une bonne prise en charge. La dernière fois, j'ai formé 12 médecins. 12 médecins, ils sont venus, ils ont fait leur formation. Ils sont tous en train de travailler, ça m'a fait plaisir. Des endocrinos, des radiologues, mais c'est le patient qui en profite. Hein, On a besoin de tout le monde. C'est une multidisciplinarité qui s'impose à notre pratique. Et le nodule thyroïdien, ça appartient à tout le monde. Il faut se mettre à plusieurs autour de cette maladie pour la traiter. Voilà. Ok, excusez de vous déranger, de vous couper la parole. Alors, on doit passer à la question prochaine. Voilà. Oui. On a répondu à la majorité des questions. Hein. Ah, ok. On a répondu à presque tout, sauf s'il y a encore des... Je suis chirurgien. Il y a un médecin qui Alors, il a posé la question sur les adénopathies. Effectivement, quand vous avez une adénopathie métastatique, moi je vous ai dit, à l'indication au niveau du hépatique, sincèrement, je l'ai fait, je ne sais pas, parce que même dans la littérature, on ne trouve pas ce qu'il y a des risques. Mais par contre, une adénopathie cervicale isolée chez un patient qui a un cancer, vous pouvez la traiter, mais vous procédez de la même façon. C'est-à-dire que vous faites une hydrodissection. Vous injectez du sérum autour de l'adénopathie, c'est la même chose pour ne pas léser les vaisseaux et tous les nerfs. Donc, la même chose, vous faites une ablation à l'écho, ici du direct, et vous avez, surtout avec le PET scan, on vérifie 4 semaines après la qualité du geste. Voilà. Nous, on travaille beaucoup avec les radiotraceurs parce que ça nous permet mieux d'évaluer est-ce que réellement la thermoablation était efficace. Parce qu'il n'y a pas que la lésion morphologique, il faut voir les métaboliques. Vous pouvez avoir la lésion morphologiquement, elle est là, mais métaboliquement, elle est morte. Donc, c'est là, en fait, le résultat, c'est de dire qu'il n'y a pas d'activité tumorale. L'adénopathie, elle est toujours là, avec sa taille, ou peut-être qu'il a diminué. Et si vous faites un PET, vous vérifiez réellement qu'il n'y a pas d'activité tumorale. Et vous dites, voilà, c'est bon. Voilà, à peu près, c'est ce que j'ai à dire. Mais on nous demande beaucoup, effectivement, au niveau du huile, parfois au niveau du foie. Mais il faut être prudent. Mais les adénopathies cervicales, il faut y aller. Il faut juste prendre les précautions. Comme la thyroïde, il faut faire une hydrodissection. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une question ici. Comment faire la différence entre un nodule suspect et l'aspect hypoéchogène habituel après thermoablation? Eh bien, un nodule après thermoablation, il est avasculaire. Il est avasculaire, il n'y a pas de vaisseau dedans, généralement. Le nodule suspect peut être vasculaire, et puis le nodule qui a subi une thermoablation doit avoir un compte-rendu de thermoablation qui est remis par le médecin, et puis qui peut être mis à disposition quand il y a une évaluation échographique faite par un autre professionnel de la santé. Une autre question qui... Dommage, les radiologues, je pense surtout partout, hein, ils n'aiment pas trop l'interventionnel. Mais malheureusement, moi personnellement, je l'ai fait sur la demande des patients. Je vous assure, avoir un cancer et faire une méta-hépatique, une méta-pulmonaire et continuer à prendre la chimio, je trouve que ce n'est pas normal. Donc, ces techniques-là, ils nous permettent d'avoir du bon palliatif avec une bonne espérance de vie et une qualité de vie. Quand vous avez une méta-hépatique, si vous la traitez, vous donnez plus de chances de survie aux patients et surtout une qualité de survie. C'est très important. Nous, les cancéreux, on les voit tous les jours. On a même fait de la cémentoplastie dans les métastases osseuses. Ça soulage énormément. Donc, le palliatif, nous, dans nos régions, on n'est pas encore, surtout chez nous, là, les radiologues, ils n'aiment pas trop l'intervention. Ils préfèrent faire leurs IRM, leur radio, leur scanner, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de stress. Mais quand même, il y a un challenge, il faut le dire. Je vois une question qui vient du Cameroun. Excusez, il y a professeur Marie Mohamed qui vous parlait. Est-ce qu'on peut lui laisser la parole? Oui, bien sûr. La surveillance active dans le cancer, elle est active. Quand on a un cancer, on n'entre pas chez soi. Donc, il y a des contrôles. Au début, vous êtes à 3 mois, après à 6 mois, après ça s'étale. Et malheureusement, c'est au cours de cette surveillance que des métastases apparaissent. Vous êtes guéri de votre cancer colique, de votre cancer du sein, de votre cancer de prostate, ça y est. Mais malheureusement,
Le génie du cancer, c'est ça. Il vient, il va pousser dans le poumon. Vous avez une location au niveau du foie. Et les métapulmonaires, par exemple, on les maîtrise. Quand on a une, deux, quand on les traite, on ne va pas apparaître d'autres lésions. Parce que aussi, il y a la chimiothérapie qui est là. Mais les CHC, ça donne des résultats spectaculaires. Les métastases, ce n'est plus une fatalité. Quand vous avez 2 métastases avec un néocolique, ça, on continue à vivre et à aimer la vie normalement. Donc, mais le drame avant, nous pas avant d'avoir cette technique, c'est qu'on perdait nos patients parce que avec la chimie, malheureusement, quand ça ne répond pas, eh bien, les métastases, le foie il commence à être truffé et c'est la mort. Mais aujourd'hui, je vois les cancers coliques vivre normalement. Ça fait une année maintenant, parce qu'on traite le cancer depuis quand même 7 ans. Depuis qu'on a introduit la thermoablation, sincèrement, on est plus à l'aise. Même nos patients sont beaucoup plus confiance. Dès que vous dites, donc si je fais une méta-hépatique, vous pouvez me la traiter. Bien sûr, si on fait une métapulmonaire, même les méta-osseuses, on les traite. C'est ce qui se passe actuellement dans tous les pays du monde, aux États-Unis, en France, les pays développés. La surveillance active du patient nous permet de traiter les métastases juste à leur apparition. Et même, je pense qu'il y a des aiguilles, même en magnétique, des antennes magnétiques pour traiter les métas qu'on ne voit pas au scanner, qu'on voit uniquement à l'IRM. Voilà à peu près le challenge d'aujourd'hui. Ok, merci. Et la professeure Marie-Mohamed qui a une question. Ok, allez-y. Oui, ça je vois d'où elle vient. Elle vient de battre dans cette question. Professeur Marie-Mohamed? Elle vient de chez nous. Alors, écoutez. Elle vient de... Monsieur Mahmoudi, il y a un professeur Mahmoudi, il y a un professeur Mahi qui pose une question. Je vais répondre au docteur Bouznak parce qu'il m'a déjà posé cette question. J'ai toujours dit, quand on fait de la thermoablation, il faut se méfier du biliaire. C'est vrai. Maintenant, les voies biliaires, il ne faut jamais s'approcher parce que ça risque de faire mal. C'est-à-dire que vous allez traiter la lésion, mais vous allez créer une fibrose d'un tronc biliaire qu'on ne pourrait plus récupérer parce que vous allez avoir une dilatation énorme des voies biliaires par brûlure du canal hépatique, par exemple. Donc, vous allez rentrer dans un autre. Donc, il faut éviter de traiter. D'ailleurs, l'une des contre-indications de thermowave, de radiofréquence, c'est de traiter ces lésions près des vaisseaux et des voies biliaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle technique qui est apparue aux États-Unis, c'est l'électroporation. Donc, ce n'est plus de la chaleur, c'est de l'électricité. Effectivement, avec cette technique qui est en train aussi de venir en Europe, elle coûte un peu cher, mais elle permet de traiter, par exemple, les tumeurs des voies biliaires, tout ce qui est en contact des voies biliaires, des vaisseaux, et même, on traite même aujourd'hui les cancers du pancréas inopérables. C'est-à-dire que le chirurgien dit, ce cancer, je ne peux pas l'opérer parce qu'il y a un envahissement vasculaire. Avec cette technique, on peut, ça s'appelle l'électroporation irréversible. Au fait, pourquoi? On va envoyer un champ électrique de 13 000 volts au niveau de la tumeur, et on va créer des pores au niveau des cellules tumorales. Ça s'appelle on va faire des pores par électrification, par électrocution, pardon. Et après, quand on met de la chimio, généralement la biomycine, elle va pénétrer dans les cellules et elle va tuer ces cellules. Ça, c'est une technique révolutionnaire qui est en train de... Et on traite même le cancer de la prostate avec. Pourquoi on traite le cancer de la prostate avec? Parce que quand on traite avec l'électroporation, on n'a pas de trouble d'érectilité en post-thérapeutique, contrairement à la radiothérapie, à la chirurgie. Voilà à peu près le challenge. Vous savez, la médecine avance. Mais pour revenir au docteur Bouznet qui veut traiter un CHC qui est à côté de la vésicule biliaire, d'abord, je vous pose une question. Si vous allez traiter le CHC avec la peur de perforer la vésicule, vous n'allez pas traiter votre CHC. Parce que vous n'allez pas... Parce que la thermoablation, il faut qu'elle soit efficace. Si vous laissez un résidu, ce n'est pas la peine. Et je vous ai dit, quand vous avez une lésion, il faut la mettre dans la cavité que vous avez traitée. Si elle ne rentre pas, c'est que votre thermoablation n'est pas bonne. Vous avez une lésion de 2 cm, il faut la mettre dans une cavité de 3 cm, au moins 5 mm. C'est ce qu'on appelle, c'est comme les chirurgiens, ça s'appelle la marge de résection. Ici, on parle de marge d'ablation. Donc, si vous avez la vésicule biliaire à côté, moi, je vous conseille d'avoir un chirurgien à côté. Voilà, ça veut dire que si la vésicule, parce qu'une péritonite biliaire, pardon, le patient ne va pas mourir sans CHC dans l'immédiat, mais une péritonite biliaire, il va l'importer dans la semaine. Voilà à peu près, c'est pour ça que la prudence est de mise, il ne faut pas s'aventurer. Toujours, moi, je pense, la contre-indication, il ne faut pas avoir peur de dire je ne peux pas. Moi, sincèrement, quand je porte rien au patient, je mettrai ça en péril, je préfère ne pas faire. Voilà. Sincèrement, le biliaire, il faut faire attention. J'ai traité des métas. J'ai traité des grosses métas. J'ai eu un bilan rétrogastrique énorme et que je traitais par drainage pendant plus de 1 mois et demi. Vous voyez un peu il ne voulait pas se tailler parce qu'il y a des fistules, ça coule et ça se réforme. Et la patiente, il est revenue parce qu'il ne pouvait plus manger. Il lui a comprimé l'estomac. En faisant un scan, on a j'ai trouvé une volumineuse formation kystique, rétrogastrique. Quand on avait évacué, c'était de la bile. Donc, c'était un bilan qu'on avait géré, bien sûr. Mais voilà, c'est des complications. Quand on veut faire aux patients, lui faire plaisir, quand on veut traiter des grosses métas, eh ben, ça finit toujours avec des complications. Si ce n'est pas une infection, c'est des collections intrapéritonéales. Voilà. Ce que vous dites, c'est Mahmoudi, est valable aussi pour la thyroïde. La même chose. Je ne peux pas
Et ça, je le répète aussi. Et il faut avoir du courage de dire je ne peux pas. Exactement. Les malades qui viennent avec un nodule compressif et une déviation trachéale, je ne peux pas. Les malades qui viennent avec des nodules plongeants, je ne peux pas. Et il faudrait être prudent, jouer la sécurité. On a oublié bien de parler sûr, de la fistule trachéale post-ablation. Il existe, il a été oui. décrite. En faisant une ablation d'un nodule, on perfore la trachée. Comment? C'est compliqué. Avec une plastie trachéale, hein. Même une Voilà, plastie, ça a été voilà. une perte de Donc, substance de 6 cm à peu près au niveau de la trachée. Ça, à peu près. Ça a été vécu et C'est ça pas avait pour vous faire posé peur, mais il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Voilà. Il faut dire je ne peux pas faire quand vous ne savez pas. Voilà. Moi, je le dis, je le répète. Moi, on m'a ramené des cancers anaplasiques comme j'ai refusé de les faire parce que je ne peux pas. Je connais le pronostic. Et parfois, les parents ou le malade, ils pensent que c'est divin, que c'est du feu. Non. Il ne faut pas vendre des. Ça permet pour l'anaplasique de retarder un peu les choses, mais ça ne soigne ça pas. dépend de sa taille aussi. Ça dépend. Mais que des fois, cela n'arrive pas. Ils arrivent quand ils ont tout envahi. Ouais, c'est ça. Et que voilà, est-ce qu'il y a encore des questions? Il y a une autre question? Il y a des questions par rapport à la thyroïde. Quelles sont les meilleures indications à cette technique? Voilà. Indication, vous voulez dire? Les meilleures indications. Pour la thyroïde ou pour le CHC? Pour la thyroïde, voilà. Pour la thyroïde, c'est les nodules, c'est les petits nodules. Hein. C'est les petits nodules. Hypervascularisés. De moins 4 cm, hypervascularisés peut-être, de moins de 4 cm. Exactement. Quand un malade peut se soumettre à une thermoablation à moins de 4 cm, les résultats sont garantis. Mais malheureusement, c'est des patients qui nous viennent avec des grosses, comme on dit, des grosses patates. Et des fois, une seule séance n'est pas suffisante. On part depuis le début sur 2 séances. Ça, c'est l'idéal. Le nodule chaud, oui, c'est un excellent répondeur à la thermoablation. Le microcarcinome, oui. Avant, on ne comprenait pas, mais peut-être cette étude immunologique d'immunité antitumorale va nous encourager plus. Les Bethesda 3, aussi, quand ils sont petits, quand il y a des petits nodules de moins de 2 cm, de moins de 1 cm et demi, qui sont des néoplasmes folliculaires, oui, c'est possible. Bon, voilà, ce sont toutes des situations idéales pour la thermoablation. Hein. Les adénomes parathyroïdiens bien visibles, avec une bonne hydrodissection, oui. Et puis après, plus tard, dans quelques mois, nous sommes en train de préparer un petit groupe de patients de maladies de base d'eau pour démarrer la thermoablation dans cette indication. Des malades qui ont eu 2-3 récidives après traitement bien conduit, 2 ans, plus 2 ans, plus 2 ans, ça a fait 7-8 ans pour les uns et même 10 années d'antithyroïdienne de synthèse pour les autres et qui commencent à chercher une autre solution. Et là, on est en train de préparer un petit groupe de patients pour cette thérapeutique. On verra qu'est-ce que ça va donner chez nous. J'espère que ce sera bon. Inch'Allah. OK. Alors, quels sont les critères prédictifs de bons résultats de la thermoablation sur les nodules chauds? Les critères prédictifs, écoute, un nodule chaud, quand on le détruit, il faut détruire la vascularisation intranodulaire et si on peut, la périnodulaire. L'intranodulaire, il faut détruire la majorité des vaisseaux. Il ne faut pas hésiter à arrêter la pompe du générateur et à lancer le Doppler pour voir est-ce qu'il y a encore des vaisseaux que vous n'avez pas touchés et revenir sur les vaisseaux que vous n'avez pas touchés pour les détruire. Voilà. Ça, c'est un élément prédictif de bonne réussite. Il faut compléter par une alcoolisation, à mon avis. Il ne faut pas se limiter à la thermoablation. Il faut faire une injection d'éthanol après. Ça permet d'avoir un bon résultat. Certains auteurs préconisent d'aller chercher l'artère afférente du nodule et de la détruire, mais ce n'est pas une tâche facile. Vous mettez le Doppler, vous trouvez l'artère, vous êtes dans l'artère, vous créez une hémorragie et un hématome. Moi, je pense que détruire le nodule, mettre de l'éthanol, surveiller l'hormonologie après, quitte à revenir pour une deuxième séance, pourquoi pas? Oui, ou compléter par une irathérapie, c'est possible. Combiner thermoablation à l'irathérapie est possible, à l'éthanol est possible. Donc, il y a plusieurs choses. Il faut traiter un nodule chaud et le traiter de façon, je dirais, la plus complète possible. OK. Pour le nodule, quel est le nodule
bilatéraux sup ou égal à 2,5 cm. Bilatéraux, on traite des nodules unilatérales. Deux nodules d'un même côté, on les traite. Deux nodules de deux côtés, on peut les traiter quand le deuxième est ismique ou ismolobaire, elle est proche. Mais quand il y a deux nodules des deux côtés qui sont médiolobaires ou basilobaires, on ne les traite pas tous les deux au niveau de la même séance. Il y a un professeur Mahi que je vois là qui veut poser la question. C'est Mohamed, bonsoir. Comment vas-tu? Allez, on vous écoute. Moi, je n'entends rien. Le micro, je n'entends rien. Il faut activer le micro de Mahi. Oui, professeur Marie Mohamed, le radiologue marocain, vous pouvez parler. Il n'a pas de son, il n'a pas de... Il n'a pas activé Micro, c'est Mohamed. Sorry, Professor Mahi, we cannot hear your voice. Please connect your earphone. We cannot hear your voice. Il est 4 heures du matin à Pékin. Oula. Peut-être qu'il faut qu'il pose la question écrite. Mais on ne t'entend pas. Chauffe, essaie de faire ton intervention en écrit, s'il te plaît. OK. Il y a une autre question qui dit que quel est l'avantage de la thermoplastie par micro-ondes par rapport à la irradiathérapie en matière de la maladie de Basedow? Pardon, vous pouvez répéter quel est l'avantage de la thermoplastie par micro-ondes par rapport à la irradiathérapie dans la maladie de Basedow? Voilà, on sait que l'irathérapie, on donne de l'iode radioactif qui va détruire la thyroïde de la même manière que la thermoablation. D'ailleurs, c'est la même manière, c'est des cellules détruites qui vont dégénérer et c'est tout. Sauf que l'iode, ça va le faire de façon très, très, très progressive, alors que la thermoablation, ça va le faire de manière rapide et instantanée. Et le premier avantage, c'est en faveur de la thermoablation. Le deuxième avantage, c'est qu'avec la thermoablation, il n'y a aucun risque à long terme. Alors qu'on a vu dans les pays, dans les situations où l'irathérapie était privilégiée, notamment dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis, il y a eu des complications qui sont apparues, gastriques, urinaires, vésicales, des carcinomes qui étaient apparus 10 années, 15 années après une irathérapie. Finalement, on revient, depuis l'apparition de la thermoablation, on revient sur l'irathérapie. On l'a fait de moins en moins. Quoique, dans certaines situations, on peut combiner les deux. Et ça nous permet, d'une part, de faire de la thermoablation et d'autre part de réduire au strict minimum nécessaire la dose d'iode radioactif pour obtenir un résultat efficace. Et ceci est bon, on peut combiner les deux. D'ailleurs, ça a été fait, ça a été combiné dans des situations et les résultats sont spectaculaires. Je ne sais pas si je vais donner une connerie, professeur. Je ne sais pas si vous allez... On dit que l'irathérapie donne des complications à type d'hypothyroïdie, alors que la thermoablation ne risque pas de donner de l'hypothyroïdie. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai. On dit que dans la maladie de Basedow, on n'a pas encore d'expérience. Parce que détruire la thyroïde, que ce soit par iode ou par chaleur, c'est la même chose. Ça va donner l'hypothyroïdie dans les deux situations. Donc, moi, honnêtement, je n'ai pas encore d'expérience dans la maladie de Basedow. Ça va commencer en septembre prochain. On aura nos premiers cas. On ne va pas faire les deux côtés. Vous allez revenir nous faire profiter de votre expérience. Avec de bonnes nouvelles, avec de bons résultats, Inch'Allah. Mais on verra. Nous, ce qu'on a prévu de faire dans la RCP, dans la réunion qu'on fait, c'est de ne pas faire les deux côtés en même temps. C'est de commencer par un côté et de faire le deuxième côté quelques semaines après, peut-être quelques mois plus tard, pour acquérir le maximum d'expérience dans ce domaine. Et après, quand on dépassera la courbe d'apprentissage, nous allons pouvoir faire les deux côtés. On verra. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour.
Oui, je pense qu'on N'oubliez a pas. tout parlé. Il y a encore des questions, mais je pense qu'on a déjà dépassé le temps. Exact. Alors, il y a beaucoup de questions. Après, on va bien réunir. On va vous demander de répondre. Après, on va envoyer la réponse à différents médecins. Voilà. OK. OK. Alors, j'ai vu une question sur la formation par un chirurgien ORL du Cameroun. Je saisis cette question et cette occasion pour remercier Ecomicroev et la CCMA pour tous les efforts qu'ils font pour la formation des médecins. On a eu la chance d'avoir ici à Rabat la formation de certains médecins marocains, sénégalais, algériens, et c'est l'occasion de vous remercier et de vous féliciter pour tous les efforts de la CCMA, et remercier aussi Paul devant moi qui a supporté le déplacement au Maroc et qui a assisté à une de nos formations. Il faut dire que nous sommes ouverts et qu'il y a des formations régulières, il y a un tableau mis à jour régulièrement par Ecomicroev qui vous donne les dates et les lieux de formation. Vous pouvez vous inscrire là où vous voulez et vous serez le bienvenu si vous choisissez le Maroc. On est là pour vous accueillir et pour vous accompagner dans la thermoablation, que ce soit ici ou ailleurs, chez vous, on est prêt à le faire. Bien sûr, en collaboration et sous la tutelle de Ecomicroev International. Voilà, merci beaucoup. C'est notre plaisir et honneur de collaborer avec vous et générer la technique pour les différents médecins aussi pour les patients. Merci Paul. Pour tous les participants, vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer à Ecomédical. Après, on va inviter les experts à vous répondre après. Aussi, votre besoin de la formation, etc. Toutes les choses-là, on va régler après. Alors, quand nous arrivons à la fin de ce webinaire perspicace sur la thermoablation par micro-ondes de la thyroïde et les autres tumeurs solides, nous souhaitons exprimer encore notre gratitude à tous les participants, aussi les deux experts, professeur Yuk et professeur Mahmoudi. Votre expertise, vos connaissances et votre passion, vos expériences sur l'utilisation de la thermoablation par micro-ondes comme modalité de traitement pour les tumeurs solides. Nous sommes vraiment reconnaissants du temps et des efforts que vous avez consacrés à partager vos expériences avec nous. Ensemble, nous pouvons faire une différence en améliorant la vie des patients atteints de maladies de thyroïde et des autres tumeurs solides. Merci à tous pour votre participation et nous vous souhaitons une bonne continuation dans votre parcours professionnel. Bonne soirée et bonne nuit. Merci Paul. Merci tout le monde. professeur Mahmoudi. Merci professeur. C'était un plaisir et un honneur Dernière de vous chose. accompagner. Exactement. Oui. Vraiment, on a passé un bon moment. Absolument. Merci beaucoup. On a passé un bon moment d'échange. Bien À évidemment. la prochaine, Inch'Allah. Merci. Au revoir, Merci à tous chose, les participants. Dernière chose, c'est par rapport à la conférence CCMA. Ça aura lieu entre le 10 et 12 janvier 2025. OK. C'est noté. OK. Parfait. Merci. Je pense que le webinaire est bien passé à cause de votre présentation excellente. Merci beaucoup encore. Merci. OK. Bonne soirée et moi, bonne nuit. Bonne soirée à tout le monde.